Nous sommes au début du XIXe siècle. Depuis 1789, la France a tout vécu. Une révolution sanglante, l'espoir d'un état de droit, mais aussi la guerre civile, le régime de la terreur, l'ascension fulgurante de Napoléon, puis les guerres dans toute l'Europe et la chute de l'Empire. Une génération entière a été consumée par ces bouleversements, et le pays, épuisé, revient presque au point de départ. Dans le vide laissé par l'histoire, une jeunesse désabusée, déçue par l'échec du rationalisme, ressent un besoin viscéral de changer de regard. La liberté promise par la Révolution lui échappe encore, alors elle se détourne du bruit du monde et plonge dans son intériorité, espérant y trouver un sens que la société ne lui offre plus. Ainsi naît le romantisme. En France, le courant romantique surgit autour de 1820. Une nouvelle génération veut dire « je », ressentir, vibrer, exister autrement. Le romantisme, ce n'est pas seulement un courant littéraire, c'est une nouvelle façon de regarder le monde. On place le moi au centre. On laisse ses émotions affleurer, sans retenue, jusqu'à ce que la nature elle-même réagisse aux tourments intérieurs. L'âme romantique se sent aussi souvent portée à la nostalgie. Pour mesurer cette transformation du regard sur le monde dans l'art, comparons deux tableaux des guerres napoléoniennes, peints à 5 ans d'écart et pourtant radicalement opposés dans leur représentation du monde. D'abord, Jacques-Louis David, Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard. Un cheval cabré, un général impassible, une pose sculpturale. La nature n'est qu'un décor au service de la grandeur du héros. Un décor où le nom de Bonaparte rejoint ceux d'illustres prédécesseurs, Hannibal et Charlemagne. David ne peint pas un homme, il peint une idée, il peint la bravoure, l'autorité naturelle, la conduite des hommes. Clair, ordonné, monumental, c'est du néoclassicisme. Et puis, Antoine-Jean Gros, Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau. Changement total d'ambiance. La neige, le vent, les corps étendus, les blessés qui appellent. La nature n'est plus un décor. Elle réagit. Elle est en souffrance. Napoléon n'est plus un héros de marbre. C'est un homme plongé dans la tragédie, traversé par la compassion. Son moi n'est plus figé, il se lit dans un regard, un geste, une hésitation. C'est là que surgit le romantisme, dans la primauté de l'émotion, l'exaltation de l'individu, la nature expressive, les grands sentiments vécus à pleine intensité. Entre David et Gros, on voit la bascule. On quitte un monde stable et rationnel pour entrer dans un univers où l'art veut faire vibrer, bouleverser, toucher. L'homme n'est plus un symbole, il devient un être sensible, fragile, héroïque malgré lui. Le romantisme, c'est l'entrée de l'émotion dans l'histoire. Voyons maintenant comment les caractéristiques du romantisme se manifestent en littérature à travers un poème particulièrement emblématique du courant, Le Lac d'Alphonse de Lamartine, publié en 1820. Quelques mots d'abord sur le contexte de son écriture. Nous sommes en octobre 1816. Alphonse de Lamartine, jeune homme fragile de 26 ans, pas encore poète, vient soigner une grosse méchante déprime dans une station thermale d'Aix-les-Bains,
aux abords du lac du Bourget. Il y fait la connaissance de Julie Charles, une jeune femme mariée de 6 ans son aînée, venue soulager, dans le même établissement, les symptômes de la tuberculose qui l'accable. Elle sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Pourtant, les deux jeunes gens passeront un mois à avoir des conversations infinies et à arpenter les rives du lac. Malheureusement, quand Lamartine revient se soigner à Aix-les-Bains 1 an plus tard, Julie Charles n'y est plus. Le poète se retrouve alors seul à parcourir les lieux qu'il avait rendus heureux. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Première caractéristique du romantisme, l'exaltation du moi. Le poète est au centre de la scène. Tout passe par son regard, son souvenir. Le lac lui-même est convoqué par le poète, assigné au rôle de confident et de témoin. Ô lac! L'année à peine a fini sa carrière, et, près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde! Je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Le thème du temps qui fuit n'est pas nouveau, ni celui de la souffrance liée à l'absence de l'être aimé. Mais Lamartine ne parle pas du temps qui passe en général. Il parle de son temps, de son histoire, de sa douleur. Ce que le lac doit voir, c'est qu'il s'assoit seul, lui. Le moi domine totalement le texte, ce qui contraint le lecteur à comprendre le monde à travers le filtre de l'intériorité du poète. C'est totalement révolutionnaire par rapport à la poésie classique et à la philosophie rationaliste du XVIIIe siècle. Le moi est hypertrophié, il prend le pouvoir, impose ses vues aux dépens du principe d'objectivité du rationalisme. Ce n'est plus le monde qui s'impose à l'individu, mais l'individu qui s'impose au monde. Le romantisme n'est pas seulement un mouvement sentimental. On peut dire que c'est une rupture anthropologique dans la manière de percevoir le monde et de le dire. Deuxième caractéristique, l'émotion. Le ton n'est jamais neutre, il s'agit de toucher, de bouleverser, quitte à être un tantinet trop intense, comme lorsque la jeune femme du passé s'emporte contre le temps qui passe. Ô temps! Suspends ton vol! Dans les souvenirs du poète, la supplication est directe, désespérée. Et vous, heureux propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Le ton vire carrément au tragique. Il faudrait que le temps s'arrête dans le bonheur et qu'il file à toute vitesse quand on est malheureux. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. L'émotion est d'autant plus accentuée que nous savons que Lamartine est seule maintenant au bord du lac. Le temps ne s'est pas arrêté il y a 1 an quand les jeunes amants goûtaient aux joies de leur amour naissant. Et maintenant que le poète est seul, le temps semble s'étirer, lourd et interminable. Troisième caractéristique, l'exaltation des sentiments. Tout est vécu à pleine intensité. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. Pour la jeune femme que Lamartine cite encore ici, aimer devient une urgence vitale. Il faut aimer passionnément avant qu'il ne soit trop tard. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule. Et nous passons. Face à l'absurdité de la condition humaine, il faut aimer sans retenue. L'amour devient en quelque sorte un acte héroïque, une manière de résister à la fuite du temps. C'est cela, l'exaltation des grands sentiments, des émotions vécues à pleine puissance, comme si elles étaient la seule réponse possible à la fragilité de la vie. Quatrième caractéristique, la communion avec la nature. Le poète projette ses émotions sur le monde qui l'entoure. Dès le début du texte, le lac est convoqué pour écouter et témoigner.
Cette relation avec la nature culmine dans la dernière strophe. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent. Ils ont aimé. La nature n'est pas un simple décor ni un symbole du ressenti du poète. On lui parle, elle gémit, elle soupire avec le poète. Elle devient une sorte de relais affectif, un témoin chargé de prolonger l'émotion. Lamartine lui confie son amour passé pour qu'elle le rende éternel. Enfin, la cinquième et dernière caractéristique, la nostalgie. Tout le poème est un appel à ressusciter le passé. Un soir, t'en souviens-t-il? Nous voguions en silence. On entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Le romantique voit dans le passé un bonheur que le présent, trop prosaïque, n'a plus. Ses souvenirs deviennent refuge, un endroit où revenir pour retrouver ce qui s'est enfui. En définitive, le lac rassemble toutes les caractéristiques du romantisme. Le moi exalté, l'émotion débordante, les grands sentiments vécus à pleine puissance, la nature en osmose avec les émotions, la nostalgie. En libérant l'expression du moi et des émotions, le romantisme a préparé l'émergence d'un genre nouveau, le fantastique. Avec un narrateur qui ressent avant de comprendre, la perception du réel devient instable. Le romantisme a ainsi fourni au fantastique deux de ses ingrédients essentiels. Un narrateur hypersensible, dont les émotions troublent la perception du réel, une vision centrée sur l'intériorité qui ouvre la porte au doute. C'est ce doute, ce trouble qui fait naître le fantastique selon Todorov. Un espace où le réel vacille et où l'imaginaire peut soudain sembler vrai. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour faire le devoir qui vous attend sur Moodle. Pas de panique, les questions du devoir rappellent systématiquement où trouver les références utiles. Dans sa première partie, vous explorerez comment les élans romantiques nourrissent l'émergence du fantastique dans la littérature québécoise. Votre tâche, analyser la tour de Trafalgar de Boucher de Boucherville et y repérer à la fois les marques du romantisme et les mécanismes du fantastique. La deuxième partie du devoir vous mènera vers la forme proprement canadienne du romantisme, le romantisme patriotique. À travers la lettre d'adieu du patriote chevalier de Lorimier et le poème Le drapeau de Carillon d'Octave Crémazie, vous verrez comment les thèmes romantiques deviennent des outils de mémoire et d'affirmation nationale dans un Canada où les francophones, soumis à la domination britannique, sont poussés vers l'assimilation.